Enfin, disons qu'une personne qui vient à ces cours d'habitude, mais qui n'est pas là aujourd'hui, m'avait demandé de transmettre sur le site de l'UTL une annonce, je crois que c'est toi qui t'en es peut-être occupé, ouais, une annonce concernant des livres de mathématiques anciens qu'elle possédait et qu'elle proposait. Donc sur le site, vous avez une annonce et vous pouvez contacter la personne, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est là d'habitude, qui m'a demandé donc de vous transmettre l'information. Ce sont des livres, soit des livres du milieu du XXe siècle qui étaient enseignés, qu'il a eu lui comme livre de classe, on va dire, enfin à l'université, des livres très connus comme le Cagnac en maths ou des choses comme ça, quoi. Et il y en a qui se souviennent, qui ont fait des maths sup ou des spé, là, les Cagnac comme ça, là. Et d'autres, et aussi des bouquins plus anciens, en fait, qui proposent. Donc il faut le contacter, on peut aller voir les livres. La rubrique petites annonces. Ouais, voilà, donc je fais la publicité pour le site du coup en même temps. Sur le site de l'UTL, vous avez une rubrique petites annonces dans le panneau d'accueil, dans la page d'accueil. Et sur cette rubrique, vous trouverez cette annonce que j'avais transmise une quinzaine de jours, enfin à peu près, parce qu'il m'avait demandé de le faire. Bon, bonjour à tous donc et bienvenue. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais commencer par deux petites soit réponse à des questions, soit précision un peu technique. Ne vous inquiétez pas, malgré les formules un peu barbares qui sont au tableau. L'important, c'est, comme toujours, c'est pas les formules, c'est l'esprit des formules, si on peut dire. C'est de comprendre en quoi ces formules reflètent quelque chose de la structure. C'est toujours ça qui est important en mathématiques. En mathématiques, c'est pas les formules, c'est pas les calculs, c'est la façon dont on a besoin de formules pour exprimer des choses. C'est peut-être même l'essence des mathématiques, dans lesquelles on a besoin de formules pour exprimer quelque chose de plus profond. Alors tout d'abord, oui, donc il va y avoir deux parties là pour cette. Je vais commencer par le préliminaire. Je vais parler assez souvent, et là aussi, l'objectif c'est pas de faire un cours là-dessus. J'en ai déjà dit quelques mots sans expliquer de ce qu'on appelle. Alors attendez, c'est un peu compliqué parce que j'ai eu quelques problèmes avec GeoGebra. Bon, j'ai déjà dit quelques mots, souvent je l'ai cité, de ce qu'on appelle le cosinus hyperbolique, le sinus hyperbolique, etc. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de maths, en général, à l'université ou même peut-être un peu en terminale, on explique qu'il y a des fonctions qu'on appelle de trigonométrie hyperbolique, qui sont, alors, quelquefois on les note CH de x, cosinus hyperbolique de x. Ici dans le logiciel, c'est noté COSH, cosinus hyperbolique, qui est en fait défini, quand on le fait en terminale, ou même à la fac, à partir des exponentielles. C'est cette fonction-là. Et sinus hyperbolique de x, c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Ces fonctions, on les donne à l'université comme des exemples d'application de la fonction exponentielle. Et on remarque qu'elles elles sont pas périodiques comme les fonctions cosinus et sinus habituelles, mais elles ont des propriétés très proches des fonctions cosinus et sinus, qu'on appelle cosinus et sinus circulaires, celles qui sont à gauche sur ce tableau. Là, et donc, mon objectif, c'est pas de faire un cours là-dessus, c'est de montrer l'analogie entre les deux, et que pour qu'après, dans les formules, vous voyez qu'on s'en sert, mais que c'est pas quelque chose de mystérieux. C'est simplement, soit vous le voyez comme ça, mais je trouve que c'est dommage, parce que justement, par rapport à ce qu'on va faire là, aujourd'hui, c'est important de comprendre d'où ça vient. Pourquoi on a besoin d'un cosinus hyperbolique et d'un sinus hyperbolique. Alors, je rappelle d'abord à gauche les fonctions trigonométriques normales, on va dire. Alors bien sûr, elles n'ont pas été inventées comme ça. Elles ont été inventées dans l'Antiquité grecque avec un triangle rectangle dans lequel on prend le cosinus comme étant le rapport du côté adjacent de l'angle par l'hypoténuse, ce qu'on fait au collège et au lycée. Maintenant, à partir de Descartes, on va dire, avec la géométrie analytique, on peut le représenter comme ça, c'est-à-dire en fait, c'est ce qu'on appelle un paramétrage du cercle. C'est-à-dire que
si je prends un point M sur le cercle de centre O de rayon 1, qu'on appelle d'ailleurs cercle trigonométrique, alors ce point M, je peux le repérer avec un angle petit a. Par exemple, ici, l'angle, c'est 52,6 degrés. Et dans ce cas-là, ces coordonnées sont données par ce qu'on appelle cosinus A et sinus A. Donc ici, cosinus A, c'est 0,61, sinus A, c'est 0,79. Vous voyez que ça va toujours être entre 0 et 1, puisqu'on est à l'intérieur d'un cercle, d'un disque de rayon 1. Et donc, cosinus A et sinus A, on peut dire simplement que c'est les coordonnées d'un point M sur un cercle unitaire. Bon. Et cette écriture-là, j'aurais dû mettre ici des accolades, c'est une façon de définir le cercle. C'est-à-dire le cercle, c'est l'ensemble des points, si on connaît d'avance le cosinus, le cercle unitaire, toujours, je ne le répéterai pas à chaque fois, c'est l'ensemble des points dont les coordonnées sont appelées comme valeur cosinus A et sinus A. Bon, ça c'est classique, on va dire, au collège, et à la fin du collège et au lycée. Une remarque pour terminer, c'est que le cercle, bien sûr, soit on le définit comme ça, mais surtout, au départ, on le définit plutôt comme ça. C'est x carré plus y carré égale 1, le cercle. D'accord? Alors vous remarquerez aussi que si je prends un angle de 52 degrés, 6, j'ai un cosinus qui est égal à 0,61 par exemple, mais si je prends un angle de 52 degrés, 6 plus 360 degrés, si je fais un tour supplémentaire, ben j'aurai toujours le même cosinus et le même sinus. Autrement dit, on dit que ces fonctions sont périodiques de période 360 degrés, ou 2π si on compte en radians. Bon, maintenant, donc là-bas vous avez l'équation. Alors attendez, je vais le mettre en plein écran. Ça sera peut-être, on verra des trucs qui sont en bas. Oui, alors, maintenant, on va faire une petite remarque qui a été faite au départ par Kepler et après par Newton, dans des calculs dont il avait besoin, c'est que cet angle en radian, alors je vais comparer deux choses. Je vais comparer l'angle. Alors en radian, ça veut dire quoi? En radian, ça veut dire qu'au lieu de compter les angles entre 0 et 360, je les compte entre 0 et 2π. 360 degrés, c'est 2π radians. C'est une unité. Hein. Il y a aussi le grade, où on compte entre 0 et 400 grades, par exemple. Alors, quel est l'avantage du radian? C'est que finalement, 2π, c'est le périmètre du cercle. Donc finalement, la mesure en radian, c'est la longueur de l'arc de cercle. Hein, si je prends un angle de 360 degrés, je fais le tour, c'est-à-dire 2π, là, sa mesure, c'est 2π. Et si je prends un angle A, ici, mais je n'ai pas noté sa valeur, si là-bas, ça donnerait 0,92 radians, cet angle-là, de 52 degrés, ben ça veut dire que l'arc IM, sa mesure, si je la mesure avec un mètre, ça sera 0,92 cm, si j'ai pris centimètre comme unité. Donc l'avantage du radian, c'est que ça donne, sur un cercle de rayon, hein, sinon il faut multiplier par le rayon. L'avantage du radian, c'est que ça donne la mesure de l'arc en même temps que la mesure de l'angle. La valeur de la mesure de l'arc en radian est égale à la valeur de la mesure de l'angle. Mais si maintenant je prends le secteur IOM, partie du cercle, donc entre deux rayons et le bord du cercle, eh bien, je vois que l'aire du secteur, alors le calcul c'est facile, mais je ne vais pas le détailler, ça me donne A sur 2, c'est-à-dire la valeur de l'angle divisé par 2, en radians, la surface du secteur. Et donc, petit a, ce qu'on appelle petit a, c'est-à-dire la mesure de l'angle, c'est en fait 2 fois la mesure de la surface du secteur. Donc il y a 2 choses, il y a la mesure de l'angle, 3 choses même, il y a la mesure de l'angle, disons en radians maintenant, il y a la mesure qui est égale à petit a, la mesure de l'arc qui est égale aussi à petit a. Par contre, la mesure du secteur, c'est la moitié de petit a. Et ce que vont faire... Bon, je vais le dire après ça. Je passe à la deuxième figure. Maintenant, je prends la courbe x carré moins y carré égale 1. Mais je n'ai pas changé grand-chose. J'ai remplacé le cercle, x carré plus y carré égale 1 par x carré moins y carré égale 1. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une hyperbole, qui est en noir là.
une hyperbole équilatère. Alors, bon ça, il faut me croire sur parole, ou vous faites le dessin vous-même. Et finalement, on va définir une trigonométrie là-dessus, comme on a une trigonométrie là-dessus. Alors, pourquoi on fait ça? Bien parce que on a remarqué depuis l'Antiquité que les coniques et le cercle, c'est la même chose. On avait vu du point de vue, par exemple, de la géométrie projective, que les coniques, ça se comporte comme un cercle, en gros. Donc, on va chercher l'analogie pour des problèmes qui sont liés à des calculs de surface, à l'époque. On va chercher l'analogie avec l'hyperbole. On pourrait faire ça aussi avec la parabole, mais c'est moins intéressant, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et avec les ellipses. Avec les ellipses, il n'y a pas grand-chose à changer ici. Parce qu'une ellipse, c'est vous étirez le cercle, et donc il suffit de multiplier le cosinus par petit a et le sinus par petit b pour faire une déformation. Alors, ici, je reviens ici. Là, j'ai ce qu'on appelle une hyperbole équilatère, qui a deux asymptotes. Enfin, là, je ne les ai pas dessinés. En tout cas, vous avez l'hyperbole. Ben, je vais faire la même chose. Je vais prendre un point M', qui est, pour le moment, on l'appelle M', et puis je vais considérer ce secteur-là, qui correspond à ce secteur-là. Et donc, je vais appeler A'. Alors A', maintenant, c'est pas cet angle-là, parce qu'il n'y a pas une correspondance exacte avec les angles. Ce que je vais appeler A', c'est 2 fois la surface du secteur. Comme ici, petit a, c'était 2 fois la surface du secteur. Donc en appelant A', 2 fois la surface du secteur, ici ça fait 1,06, eh bien, les coordonnées, et je me suis trompé là-bas, c'est A' qu'il faudrait écrire, les coordonnées, c'est cosinus hyperbolique de A' et sinus hyperbolique de A'. Donc on peut les définir comme ça. On peut définir le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique d'un nombre A' qui correspond à ce secteur-là, de la même façon ici que ça correspondrait à ce secteur-là, enfin 2 fois la surface du secteur, pardon, eh bien, on peut les définir comme étant cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Et après, on peut démontrer que ça donne ça. Bon, ça, je ne vais pas le faire. On peut démontrer. Alors, comment on pourrait expliquer? Non, je ne vais pas le démontrer là. L'idée, c'est que cette hyperbole, je pourrais l'écrire en changeant d'axe y égale 1 sur x. Donc en cherchant la surface en dessous, je vais trouver un logarithme, et en l'inversant, ça va me donner une exponentielle. Bon, c'est ça l'idée générale, hein, mais je ne vais pas aller plus loin que ça. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est que on a défini par analogie ce qu'on appelle des cosinus et des sinus hyperboliques, qui sont l'équivalent pour l'hyperbole des cosinus et sinus circulaires. Bon, et ça va servir, pourquoi ça va servir? Ben parce que justement, on a déjà vu la fois dernière, mais je vais le rappeler, que le modèle principal de la géométrie non euclidienne, c'est un hyperboloïde. Donc c'est la rotation d'une hyperbole sur elle-même. Donc ça va intervenir dans le paramétrage de l'hyperboloïde, dans l'écriture des paramètres, l'écriture des équations d'hyperboloïde. Pour terminer, je montre la correspondance entre les formules. Par exemple, avec le cosinus et le sinus, vous avez cosinus carré plus sinus carré égale 1. Là, vous avez cosinus hyperbolique au carré moins sinus carré hyperbolique égale 1. Vous avez, alors j'ai pas mis toutes les formules, par exemple, vous avez sinus 2x, pour ceux qui ont fait de la trigonométrie un peu avancée, ces formules sont connues. C'est 2 fois sinus x cosinus x. La sinus hyperbolique de 2x, c'est 2 fois sinus hyperbolique de x, là c'est fois, non c'est x, pardon. 2 fois sinus hyperbolique de x, cosinus hyperbolique de x, donc c'est la même chose. Les formules comme sinus a plus b donnent ça en trigonométrie circulaire, et donnent ça, bon il manque un bout, mais vous imaginez que c'est la même chose. Bon, ensuite, là vous avez la formule que j'ai dite tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en passant par le logarithme, etc., on sait que le cosinus hyperbolique, ça s'écrit comme ça, mais en prenant ici, alors là c'est, en mettant ici le nombre imaginaire i, le nombre complexe i, c'est-à-dire en prenant exponentielle de ix plus exponentielle de moins x, c'est-à-dire qu'il serait cosinus hyperbolique de ix, eh ben on retrouve le cosinus. Autrement dit, il y a une correspondance entre cosinus entre fonctions trigonométriques et fonctions trigonométriques hyperboliques en passant par les nombres complexes. Et ensuite, là vous avez par exemple ici le cosinus hyperbolique de
x, ça va être le cosinus de ix. I, c'est i carré égale moins 1. Hein. C'est le nombre complexe, c'est-à-dire i carré égale moins 1. Et cosinus de x égale cosinus hyperbolique de x. C'est la formule duale, on va dire l'une de l'autre. Et vous avez la dérivée du sinus. Pour ceux qui ont déjà vu ça, c'est le cosinus. Et ici, la dérivée du sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique. Donc, il y a une correspondance très forte entre les deux. La seule chose qui... Enfin, disons... Si, en fait, la seule chose, c'est que si on prend les nombres réels seulement, cette fonction-là n'est pas périodique. Tandis que là-bas, elles sont périodiques. Par contre, si on passe dans les nombres complexes, les fonctions hyperboliques deviennent périodiques, mais la période est un nombre complexe. C'est 2πi, autrement dit. Bon, voilà. Alors ça, c'est simplement pour un peu de culture mathématique, on va dire, d'expliquer d'où viennent ce cosinus et ce sinus hyperbolique. Et aussi parce que je vais le citer quelques fois. Donc pour le moment, ce que vous devez retenir, c'est que ce sont des fonctions qui ressemblent aux fonctions trigonométriques habituelles. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, je reviens ici. La dernière fois, il y a eu une question sur la pseudosphère. Alors, vous vous souvenez de la pseudosphère? Et j'ai répondu un peu en bottant en touche à deux questions, deux remarques qui avaient été faites. Et je vais pas botter en touche complètement, mais presque aujourd'hui aussi, mais quand même, je vais préciser un peu. Vous vous souvenez, la pseudosphère, c'est quelque chose qui est comme ça, et qui là part à l'infini. Donc ça ne s'arrête pas comme ça. Dans l'histoire, d'ailleurs, ça s'appelle la trompette de Jéricho. C'est une trompette qui avait été construite pour qu'on ne puisse pas s'en servir. En gros. Parce que l'embouchure, elle est à l'infini là-bas. Donc vous allez avoir du mal à vous en servir. Enfin, je dis ça, c'est une blague, je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Mais j'ai lu ça quelque part, donc je vous le cite. Alors, j'avais dit, la dernière fois, j'avais expliqué que les figures que l'on fait sur cette surface, qui est une surface hyperbolique, c'est-à-dire à courbure négative en géométrie non euclidienne, elles sont compliquées parce qu'il y a plusieurs feuillets qui s'enroulent autour, pardon. Et que donc ça fait des dessins très compliqués. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ça a été abandonné. Alors j'explique un peu cette histoire de feuillet. Quand on prend un cercle, alors justement, si je prends un cercle, ce cercle-là, je peux, c'est ce qui est écrit là-bas, dire qu'un point M est défini par cosinus T et sinus T. Un point sur ce cercle, admettons vous avez fait un repère ici, et vous avez le point M qui est donné par cosinus T et sinus T. Donc ça veut dire qu'à chaque valeur de T, vous faites correspondre un point M. Mais maintenant, si vous prenez en sens inverse, vous prenez un point M sur le cercle, est-ce qu'il n'y a qu'une valeur de T qui correspond au même point? Non, puisque vous pouvez ajouter un multiple de 2π. Et donc ce que vous voyez, c'est ce que j'ai mis au-dessus, ce qu'on appelle un feuilletage, c'est-à-dire que si on voulait faire la fonction dans l'autre sens, alors dans ce sens-là, ça marche. Que je prenne t plus 2π ou t moins 2π, ça vous imaginez que c'est les nombres réels, mais qui sont enroulés comme ça. C'est les nombres réels, c'est une droite, vous pouvez la déplier, ça fait une droite. Donc si vous imaginez que c'est les nombres réels, ben pour la valeur t plus 2π, si vous prenez t plus 2π, t moins 2π, ben ces valeurs-là vont toutes me donner le même point M, puisque c'est périodique. Maintenant, en sens contraire, ça ne marche pas. Parce qu'en sens contraire, à un point M, vous avez une infinité de valeurs. On dit que c'est une fonction multivaluée qui irait dans le sens contraire, c'est-à-dire du cercle vers les nombres réels. Ça, c'est le cercle, ici, et vers les nombres réels. Dans ce sens-là, c'est pas une fonction. C'est pas une fonction puisque à un même point correspondent plusieurs valeurs de t. Ce qu'on appelle un feuilletage. Et en général, ce feuilletage, on le représente par une hélice. On dit aussi quelquefois un fibré, une hélice ou un revêtement aussi. Donc, il y a plusieurs noms pour ce type de feuilletage. Et c'est la meilleure façon de représenter d'une certaine façon la périodicité des fonctions sinus et cosinus. Ça, c'est pour le cercle. Le cercle, c'est une courbe paramétrée par une variable t, ici, et
le feuilletage est donné lui-même par une courbe, qui est en fait un enroulement de la droite réelle. On enseigne ça au lycée, hein, quand on parle, dans les dernières années où j'ai enseigné, en tout cas, on parlait d'enroulement autour du cercle pour définir la périodicité des fonctions cosinus et sinus et le paramétrage du cercle. Ben voilà l'explication, on va dire, scientifique, si on peut dire des choses comme ça. Bon, alors maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer pour ça, de donner une petite indication sur où est le problème. Ben, le problème, c'est qu'ici, c'est pas une courbe, c'est une surface. Donc prenons la sphère. Ben, pour la sphère, au lieu de ça, hein, pour la sphère, vous avez le même problème. C'est-à-dire que si vous paramétrez la sphère, alors comment on paramètre une sphère? Je rappelle que la sphère, c'est la surface de la sphère. Donc vous imaginez la surface de la Terre. Comment on paramètre la surface de la Terre? Ben, par la latitude et la longitude. Donc si vous avez une sphère, et puis je vais, au lieu de prendre les nombres réels, je vais prendre le plan de l'équateur. Ici, et puis un axe, alors le centre de la sphère il est ici, et puis un axe vertical. Donc je vais avoir ici deux axes, comme ceci et comme ceci, disons, qui vont me représenter X, Y et Z, et je prends un point M sur la sphère. Je voudrais trouver un paramétrage comme ça, du point M. Bon, ce point M, il y a trois coordonnées. C'est X, Y et Z. Alors comment on fait? Ça c'est bien connu en géographie ou même pour le fait de la géométrie dans l'espace. Eh bien je le projette sur le plan qui est le plan ce plan-là, quoi. P. Je le projette, j'obtiens un point H. Ça va me donner ici un segment OH. Ici je projette maintenant sur l'axe des Z, donc ça c'est Z. Il faut voir ça dans l'espace. Hein. Et puis ici, ce point H qui est dans le plan comme ça, ben je le projette comme ça et comme ça. Ça me donne X et Y. Donc voilà le paramétrage cartésien. À quoi ça correspond pour la latitude et la longitude? Bien, la latitude. Alors, en général, on prend la colatitude, mais la latitude, ça va être alors attendez, je vais joindre OM, ça sera plus facile en joignant OM. OM est ici, hein. Je l'ai mis là-haut, mais il est là. Je joins OM. La latitude, c'est ça. D'accord? Ici, c'est ce que j'ai appelé V. Je vais expliquer après le rapport avec ça. V. Et après, vous avez X et Y. Et ici, vous avez un angle U, qui est la longitude. Donc si vous imaginez ça dans l'espace, d'une certaine façon, vous pouvez imaginer que ça c'est un plan qui coupe. Il fait un angle U avec l'axe des X. Et donc ça vous donne, quand vous regardez votre sphère, ça c'est le méridien de Greenwich. Vous faites l'angle U avec le méridien de Greenwich, ça vous donne la longitude. Et puis après, de ceci qui serait un méridien, vous regardez l'angle V avec la droite OM, ce qui va me donner la latitude. Donc vous voyez que j'ai besoin de deux nombres U et V, et dans ce cas-là, en examinant la figure, mais je ne vais pas faire les calculs en détail, ça va vous donner ceci. Le point M, il va être paramétré par deux nombres U et V, latitude et longitude et latitude plutôt, et il va donner il va avoir comme coordonnées cosinus V, cosinus U, cosinus V, sinus U et sinus V. Alors sinus V, ça se voit ici assez facilement. Pour les autres, il faut projeter puis regarder ici. Hein. Bon, ça, je ne fais pas le calcul, mais qu'est-ce qui m'intéresse dedans? C'est qu'à nouveau, vous avez des fonctions trigonométriques. Donc, dans l'autre sens, si je pars d'un U et V donné, latitude et longitude données, eh bien, j'obtiens un seul point M sur la sphère. Mais si je pars d'un point M, je peux avoir plusieurs latitudes et longitudes, enfin on dirait plus latitude et longitude, mais plutôt plusieurs valeurs de U et de V qui correspondent à la période.
Et donc, dans l'autre sens, je vais avoir un feuilletage, qui est très difficile à représenter, en réalité, qui serait plusieurs feuilles qui recouvrent la sphère. Alors, pour terminer, eh bien, si je regarde la pseudosphère de tout à l'heure, elle est paramétrée par ça. Alors, vous voyez, vous avez à la fois de la trigonométrie circulaire et de la trigonométrie hyperbolique, c'est l'équivalent de ce qui est là. Je prends deux coordonnées U et V, qui seraient la longitude et la latitude sur la pseudosphère. J'en déduis les coordonnées de M sur la pseudosphère. Et là, pareil, comme vous avez des fonctions sinus et cosinus, eh bien, quand vous partez d'un point M, vous pouvez le relever, un peu comme là, sauf qu'ici, vous auriez des surfaces, au lieu d'avoir une courbe, vous pourriez le relever, et c'est ça qui donne les feuilles sur la pseudosphère. C'est-à-dire que la pseudosphère, quand on la voit comme ça, on ne voit que la feuille qui est au-dessus des autres. Un peu que comme vous regardez le cercle, vous ne voyez pas les hélices qui sont au-dessus, parce qu'elles sont toutes aplaties sur le cercle, en fait, en réalité. Mais là, il faut l'imaginer, les valeurs de U et V qui correspondent à un point M fixé sur la pseudosphère, ben ça va donner des feuilles qui recouvrent la pseudosphère. Bon, ça, c'est une tentative de réponse à la question qui m'avait été posée la dernière fois sur ces feuilles qui sont assez bizarres. Mais je ne pense pas que ça soit tout à fait convaincant ce que je dis là, mais c'est pour vous donner un exemple. Les histoires de feuilletage, c'est très important dans la physique actuelle, par exemple, ou en mathématiques, bien sûr, oui. Pourquoi sur le revêtement du cercle X par l'hélice Y, les ensembles SI sont 10 joints? Non, mais ça, c'est. Alors, ça, comme j'ai pris. Ça, c'est pris sur Wikipédia. C'est pour expliquer autre chose, à vrai dire. Ils sont 10 joints parce qu'on les choisit. C'est-à-dire que. Ça veut dire parce que d'un point de vue périodique, ils sont plutôt joints, non? Alors, dans le revêtement, ils sont 10 joints puisqu'on a décomposé le truc. Si je prends un ensemble S ici, c'est un problème de topologie, un ensemble U, bah, tous se sont recouverts là, donc ils ne sont pas 10 joints. Mais en fait, je les disjoins, hein, c'est ce qu'on appelle la résolution des singularités, je le disjoins en mettant dans le feuilletage. Enfin bon. Alors, il y a un autre problème que je n'aborderai pas, c'est le calcul des distances, puisque l'autre jour, c'était aussi une des questions, mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. Comment on calcule les distances et la notion de courbure, et il faut que d'abord que je fasse les cours qu'on va voir aujourd'hui, et après, pour parler de ça. C'est un peu plus technique. Là, c'est encore assez visuel. Hein. Bon, donc aujourd'hui, on va se mettre au travail. Ça, c'est simplement un apéritif. Le travail, c'est... On va commencer à étudier. Alors, je rappelle la situation. On a vu qu'on peut construire des géométries non euclidiennes. En particulier, une géométrie non euclidienne, construire théoriquement. Hein, puisque c'est ce qui a été fait. On avait vu avec le travail des Grecs, des Arabes, et puis des gens jusqu'au XIXe siècle, et puis des gens comme Lobachevsky, Broglie, qu'on peut, sans contradiction, imaginer une géométrie dans laquelle le cinquième postulat n'est plus vrai. Donc on prend tout le reste, on garde tout le reste, et on enlève le cinquième postulat. Comme le cinquième postulat, c'est par un point extérieur à une droite, il y a une infinité de droites. Non, pardon, il y a une seule droite qui passe et qui est parallèle à la droite de départ, ben, il y a deux façons de le nier. Soit on dit qu'il n'y a aucune droite qui passe, alors ça va donner la géométrie sphérique, dont je parlerai à la fin, pas aujourd'hui. Et puis l'autre cas que j'avais commencé à étudier, c'est la géométrie hyperbolique, dans laquelle on suppose d'abord qu'il y en a au moins deux, et on en déduit qu'il y en a une infinité. Le problème, donc, c'est... Il ne faut pas que je me trompe dans la manipulation, là. Où suis-je? Ici. Oui, le problème, c'est que... Alors, ce qu'on avait dit la dernière fois, au cours précédent, c'est que Beltrami avait d'abord considéré ça, comme... Beltrami, c'est 1860 à peu près, comme modèle. Donc là, sur cette surface-là, on peut construire, j'avais montré, mais c'est là que c'est compliqué, parce que les constructions sur cette surface sont très compliquées à visualiser, on peut construire une géométrie comme ça. Une géométrie dans laquelle, par un point, les droites sont des courbes compliquées. Et donc,
remplacez ce modèle-là par un hyperboloïde à deux nappes. Alors je vais le rappeler aujourd'hui. L'hyperboloïde à deux nappes, c'est la surface qui ressemble un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'hyperbole, qui a pour équation ceci. X carré plus Y carré moins Z carré égale moins 1. Pour une sphère, c'est X carré plus Y carré plus Z carré égale 1. D'accord ? Là, ça ressemble un peu. Oula. Attendez. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hyperboloïde ? Alors, je vais montrer tout de suite la figure. Ça, je l'avais montré la dernière fois. Voilà l'hyperboloïde. Donc, c'est donc cette surface-là. Alors, lui, il va considérer que la partie supérieure. Hein, un peu comme dans la sphère, on avait dit qu'on prenait une demi-sphère seulement, donc il prend la partie supérieure. Donc c'est x carré plus y carré moins z carré égale moins 1. Je vous fais remarquer que ça peut s'écrire aussi en changeant de signe partout. Ça peut s'écrire z carré moins x carré moins y carré égale 1. C'est-à-dire que je change de signe partout, puis je mets le z devant. Et ça, pour ceux qui connaissent un peu la relativité, c'est ce qu'on appelle la métrique de Minkowski, sauf qu'il y a quatre... La métrique de Minkowski, c'est ce qui permet de calculer les distances dans l'espace-temps, et on peut l'écrire t carré, où t c'est le temps, moins x carré moins y carré moins z carré égale 1. Et donc il y a un lien entre les deux, c'est ça que je voulais dire. Et ce lien, je l'expliquerai dans les cours qui suivent, à la fin de l'année, je pense. Comment ça va donner la relativité restreinte, d'une certaine façon, en ajoutant une coordonnée qui est le temps. Alors, vous remarquez aussi que quand je l'écris comme ça, ça ressemble presque à... Bon, je pourrais l'écrire aussi... on va l'écrire moins x carré, moins y carré, plus z carré égale 1, c'est la même chose. Alors ça ressemble un peu à x carré plus y carré plus z carré égale 1, qui serait une sphère. Ça, c'est un hyperboloïde. Et ça, dans l'espace, c'est la sphère de rayon 1. Ben ça va être l'équivalent. C'est une sphère. Ceci, c'est une sphère. Sauf que on n'a pas la même façon de la définir. On change les coefficients, ici, là et là plutôt. Et en fait, on va voir qu'il y a un rapport entre les deux. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va jouer le rôle d'une sphère dans la géométrie hyperbolique. Alors, non, c'est pas là, c'est ici. Donc ce que j'avais dit la dernière fois, c'est qu'une droite, je suis allé trop vite, c'est qu'une droite va être représentée par ça, c'est-à-dire une hyperbole. Alors encore une fois, c'est la partie supérieure seulement, hein, donc une branche d'hyperbole. Alors comment on construit ça ? Alors je vais marquer la construction, ça se fait avec un plan qui coupe l'hyperboloïde en passant par le point O, et l'intersection, ça donne ceci, qui est donc une géodésique, c'est-à-dire le plus court chemin entre deux points. Et donc c'est une droite dans cette géométrie. De la même façon qu'en géométrie sphérique, si vous coupez la sphère par un plan qui passe par le centre, vous obtenez un grand cercle qui est une géodésique. Là, c'est l'équivalent d'une sphère. Son centre, il est ici. Et donc, si vous coupez par un plan qui passe par l'origine, vous obtenez une courbe dont on peut démontrer que c'est une géodésique, c'est-à-dire que c'est le plus court chemin sur cette surface. Et puis, le cinquième postulat, il est ici, c'est-à-dire que maintenant, je vois que si j'ai un point, si j'ai cette droite, donc, en bleu, si je prends un point Q extérieur à cette droite, et si je trace des plans qui passent par Q et par O, je peux tracer plusieurs, puisque Q et O ne déterminent pas un seul plan, je peux tracer plusieurs autres hyperboles qui passent par Q, eh bien ça me donne deux hyperboles qui ne coupent pas la première. Donc on a nié l'axiome d'Euclide. Parce que vous avez deux droites qui sont en orange et rouge, qui sont parallèles au sens de cette géométrie,
à celle qui est en bleu. On est d'accord? Alors, ça suffirait à vrai dire, et ça suffit, c'est d'ailleurs pour ça que Beltrami a pris ce modèle-là, pour démontrer qu'il existe des géométries non euclidiennes cohérentes, c'est-à-dire sans contradiction. Et on peut trouver une infinité d'hyperboles passant par Q. Alors, la question qui se pose, je l'avais déjà dit, c'est que c'est un peu compliqué, et on lui avait reproché, en disant que, ouais, mais cette géométrie, c'est pas une géométrie plane, au sens strict du terme, même si c'est sur une surface quand même. Hein. Donc c'est sur un objet de dimension 2. En fait, c'est une géométrie courbe. Donc on lui avait dit, d'accord, ça prouve qu'effectivement la géométrie euclidienne n'est pas la seule possible, ce qui était déjà le premier grand pas à faire au XIXe siècle. Donc ça prouve ça, mais Beltrami lui-même d'ailleurs, il aurait préféré quelque chose qui se voit dans un plan. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire ce qu'on fait lorsqu'on dit que c'est bien beau la surface de la Terre, mais c'est rond, et on préférait que ça soit plat pour pouvoir calculer dessus, on fait des cartes. Donc on projette la surface de la Terre sur un plan, et puis on regarde non plus la Terre, hein, quand vous allez vous balader en montagne, vous n'emmenez pas la Terre avec vous, ni même un globe terrestre, en général, vous emmenez un plan. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'abord à transporter, et qu'en plus on arrive à lire quand même sur le plan les choses qui nous intéressent. Alors, avec le problème, je sais que certains d'entre vous suivent le cours de cartographie, enfin pas de cartographie, ça s'appelle comment ce cours? Géographie des Pyrénées. Géographie des Pyrénées, ouais, et donc il y a de la cartographie, donc vous savez, et d'ailleurs j'en ai parlé déjà, donc il y a plusieurs cartes possibles pour le même sphère, on va dire, et que ces cartes ne vont pas refléter exactement la surface de la Terre, il va y avoir des déformations, mais qu'on peut changer de carte, de projection, donc on va dire, si on veut des informations particulières, on va choisir la projection. Ben là, c'est ce qu'on va faire. On va voir que... Alors ça, c'est un modèle dans l'espace, c'est-à-dire plongé dans R3, dans l'espace de dimension 3. Hein. Ça, c'est l'espace de dimension 3 dans lequel on a fait un modèle de la géométrie hyperbolique. Maintenant, on va construire 3 modèles différents de la géométrie hyperbolique dans le plan. Donc, comment on va le faire? Par projection. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, ici, il faut que j'aille ici. Non, c'est pas là encore, je pense. Oui, donc on va traiter dans l'ordre 3 modèles, je l'ai écrit en bas. Le disque de Beltrami Poincaré, que je vais appeler disque de Poincaré. Il y a Beltrami partout, parce que c'est lui qui est l'origine de tout. Le disque de Beltrami-Klein et le demi-plan de Beltrami Poincaré, que j'appelle DKH. Et M, c'était ce que je viens de vous montrer, c'était le modèle dans R3. Le modèle qu'on peut appeler hyperboloïde de Minkowski, parce que c'est Minkowski qui, après, va faire le lien avec la relativité restreinte. Alors, le modèle de Poincaré, alors d'abord, on va voir comment il est construit. On va voir le lien avec ce qu'on vient de voir, donc. Voilà. Alors voilà le disque, voilà c'est pas un disque ça, voilà l'hyperboloïde. Et on va le projeter sur le plan qui est donc c'est le plan qui passe par le centre d'hyperboloïde, le plan O. Et là, ce que vous avez à droite, c'est ce qu'on va voir dans le plan, si je regarde uniquement le plan, quoi, en fait. Hein. Parce que sur le plan, ça va pas être très facile. Alors, comment on fait? Ben, on va... bon, là, par exemple, donc je l'ai montré déjà tout à l'heure, là, vous voyez pas bien, peut-être, là, je suis devant. Non, ça va. Ça, c'est le plan qui permet de construire, qui passe par haut et qui permet de construire l'hyperboloïde. Hein. L'hyperbole, pardon, c'est-à-dire la droite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre un point N. Je prends un point N n'importe où sur la droite. À vrai dire, ça pourrait être un point N n'importe où sur l'hyperboloïde, ça n'a pas d'importance. Et puis, je vais le projeter. Je projette A', B' et... Attendez, A', B' et N. Mais N, je ne les vois pas. Alors, je montre comment je projette. Je prends le point N. Et puis, je prends... Alors, il faut que je remonte un petit peu le dessin. Ah. Non, il manque quelque chose là, c'est-à-dire qu'en fait, je n'arrive pas à voir.
Merci, voilà. Je projette à partir du point oméga qui est le sommet de l'autre côté de l'hyperboloïde. Donc le point n, je pars du point n, je trace oméga n, et ça va couper le plan en un point, qui va être la projection de n sur le plan. Donc, je fais la même chose pour A et B. Donc ça me donne, vous voyez, les deux points A' et B', qui sont ici. B' et A' ont été construits de la même façon. Je joins B avec oméga, ça traverse en B'. Je joins A avec oméga, ça traverse en A'. Et j'obtiens donc les points A', B'. Et n, je ne le vois pas là, mais c'est parce qu'il est peut-être mal placé, ou alors c'est parce qu'il apparaît après. Ce point n qui se déplace ici, alors, ce point n qui se déplace ici, va donner un point n qui va se déplacer comment? Là. C'est ça la question. Sur la ligne A'B'. Alors, voyons, si votre intuition est correcte. Ben non, il va se déplacer sur un arc de cercle. C'est-à-dire que le point N qui est là, si vous voyez, enfin on ne le voit pas en bas. Pourquoi on ne le voit pas? Alors attendez, je vais essayer de ne pas tout casser. Je vais chercher le point N'. Ah voilà, c'est parce qu'il n'était pas affiché tout simplement. Le point N qui est ici, quand je le projette et qui se déplace, vous voyez qu'il se déplace sur un arc de cercle. Et en plus, il ne dépasse pas, même si je vais très loin, ce que je ne peux pas ici, il va pas, vous voyez qu'il a de plus en plus de mal à se déplacer, sur ici, il a de plus en plus de mal à se déplacer quand je m'éloigne, et de l'autre côté pareil. Autrement dit, il ne va pas aller plus loin que le bord du cercle, du disque. Autrement dit, le bord du disque, c'est l'infini pour lui. Ce qui est l'infini là-haut, ici, ça va être le bord du disque là. Donc la partie en pointillé, c'est l'infini. Un peu comme les droites à l'infini en géométrie projective. Sauf que là, on les voit, oui. Et quelle est la valeur du rayon? Alors le rayon, ici c'est 1. Et non, mais c'est 1 en fait. Alors on peut faire avec un rayon quelconque, mais historiquement on l'a fait avec... Si on fait qu'un rayon, qu'est-ce que ça change? Enfin, en fait, ça dépend de... qu'on prend comme équation de l'hyperboloïde au départ. Si je prends une hyperboloïde qui a comme équation x carré plus y carré moins z carré égale moins 2, je vais avoir une hyperboloïde un peu plus ouverte ou un peu plus fermée, j'en sais rien, et je vais avoir un cercle qui sera de rayon racine de 2, quoi, un truc comme ça. Mais on le fait avec 1 parce que ça simplifie aussi les formules. Ça évite d'avoir des coefficients, quoi, tout simplement, dans les formules. Mais après, les formules ne sont pas plus compliquées. Oui, là, c'est afficher la distance, mais je vais en parler après, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, je prends 1 comme norme, on va dire, un peu comme quand on prend le cercle trigonométrique, ben on prend un cercle de rayon 1, quoi, en fait. C'est la même contrainte qui fait que si on prenait un cercle de rayon 2 dans le cercle trigonométrique, vous auriez des fonctions trigonométriques qui seraient multipliées toutes par racine de 2. Puisque 2, c'est le carré du rayon dans le cercle. Bon, donc, vous voyez, c'est ça le plus important pour le moment, c'est que ce point N, qui se déplace sur une géodésique, sur la surface qui était considérée comme la surface hyperbolique, eh bien, dans le plan, ça va me donner un point N' qui va se déplacer sur un arc de cercle. On va voir un arc de cercle particulier, mais en tout cas, un arc de cercle en tout cas qui s'arrête au bord. Ce cercle-là s'appelle l'horizon. Alors, comment on l'obtient, ce cercle-là? Ben, c'est facile. On regarde le cône, parce que l'hyperboloïde, il a un cône asymptote. Et en fait, le cercle, c'est l'intersection du cône asymptote avec le plan sur lequel on projette, puisque les points qui sont là-dessus ne vont jamais atteindre le cône asymptote. Vous avez donc un cône et dedans l'hyperboloïde qui est asymptote au cône, ou le cône qui est asymptote. Donc finalement,
l'intersection qui est ici, en pointillé, mais qu'on voit mieux ici, c'est l'intersection de ce cône asymptote avec le plan de projection, avec ce plan-là, donc c'est ce plan-là qu'on est en train de regarder, et on voit bien que les points ne vont jamais y arriver. Si je vais même très loin, là-bas, le point B ou le point A ou le point M ne vont jamais rentrer sur le cône asymptote. Donc, alors je vais l'enlever parce que la figure est déjà assez compliquée comme ça. Donc, ici j'ai appelé ces points. Alors A' et B', c'est donc les projections de A et B. N', c'est la projection de N. Et B infini et A infini, c'est les points à l'infini sur la droite. Sur cette droite, donc, on ne peut pas atteindre ces points-là. Bon. Alors, ensuite, un petit intermède, petite précision technique. Comment on calcule la distance là-dessus? Alors, si je suis sur le disque, là-dessus, la distance est donnée par, alors c'est là qu'on retrouve le cosinus hyperbolique. Alors là, je ne vais pas expliquer ça, hein, je donne simplement la formule. C'est l'inverse la réciproque de la fonction cosinus pour ce nombre-là. C'est-à-dire, je calcule, alors xa, xb, ya, yb, za, zb, c'est les coordonnées du point A et du point B. Je veux calculer la longueur de cet arc, qui est la distance sur l'hyperboloïde. Alors, c'est une formule comme ça. Ce nombre-là, je l'ai mis à part parce qu'il joue un rôle dans la relativité. Que je note AB de 1, c'est x. Alors, vous n'avez pas besoin de regarder ça. Il suffit que vous mettiez ça ici, là-dedans. Donc, le cosinus, l'inverse du cosinus hyperbolique, alors ce nombre-là, il vaut 2,49. Et si vous prenez, donc vous multipliez les coordonnées, hein, puis vous les ajoutez, vous les soustrayez. Et si vous prenez le cosinus hyperbolique inverse de l'opposé de ça, vous obtenez la distance sur l'hyperboloïde. Bon, ça n'a pas grande importance. L'important, c'est qu'il y a une formule pour calculer la distance sur l'hyperboloïde. Alors maintenant, sur le disque de Poincaré, eh bien maintenant, sur le disque de Poincaré, je suis sur un plan quand même, donc j'ai que deux coordonnées, x et y. Donc les points A' et B' ont pour coordonnées xa', xb', ya', yb'. Et si je fais ce calcul, donc là j'ai plus besoin de l'hyperboloïde, je fais le calcul ici, avec les coordonnées cartésiennes du point A' et B', ben j'obtiens la même chose. Donc ça montre bien que la distance, avec ces formules-là, la distance est préservée dans la projection. Donc on a bien une distance ici, entre deux points dans ce modèle-là. Après, on va étudier ce modèle plus en détail. Là, pour le moment, je donne les idées générales. On a bien une distance qu'on peut calculer avec les coordonnées des points A' et B' dans ce repère qui est là. Ça rassure un peu, on va dire. Et surtout, on trouve la même chose, oui. Est-ce qu'on peut savoir le rayon du cercle rouge? Ah non, alors ça non. C'est pas que je vais pas te la donner, mais je ne sais pas d'abord. C'est compliqué à faire la construction. Enfin non, c'est pas compliqué. Je vais vais pas y répondre tout de suite. Oui. Oui, non, mais il n'est pas. Pour le construire, on le fait comme ça pour le moment. Hein. Ça le fait par projection. D'accord? Mais après, on va voir qu'on peut le construire sans avoir besoin d'hyperboloïde. Alors justement, ça répond à ta question. Pour pouvoir le construire, il faut avoir son centre et son rayon. Hein? Bon, là, je ne réponds pas tout de suite, parce que d'abord, je ne connais pas la réponse comme ça, et je sais comment on fait la construction, mais la mesure du rayon, je ne sais pas. Alors, donc, on va voir, parce qu'après, on va le voir mieux quand on sera vraiment dans ce plan-là. Donc, l'idée maintenant, donc je ne veux pas esquiver ta question, hein, soit j'y répondrai après, soit j'y répondrai la semaine prochaine. Ouais. Mais tu as raison, parce qu'en fait, ça, c'est un problème, d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser à la fin, mais pas tout de suite, c'est comment on fait ces constructions-là, quoi, puisque ça, c'est plus de la géométrie euclidienne. Donc si je prends deux points A' et B' avec GeoGebra même, ou même si vous faites un cercle, vous prenez deux points A' et B', comment vous allez faire pour construire l'arc? Ça correspond à ce que tu dis. Le centre, il est en dehors, mais ça, c'est seulement pour la construction. Et le rayon, il faut le calculer. Donc ça, j'y répondrai après. Oui? Je vois bien comment, je vois bien les coordonnées xa' et y', où sont positionnés xa et xb. Est-ce que c'est les projections orthogonales sur Xa et xb, c'est ici, c'est dans ce plan, c'est dans cet espace-là. Ouais, mais ces projections comment? Alors les projections, ben c'est, si tu veux le faire le calcul, c'est tu calcules
comment on passe d'un point A, un point M à un point M' par la projection? Non, c'est une projection de centre oméga. Donc il faut dire, je prends un point M, mettons le point M là-bas. Ses coordonnées, c'est X, Y, Z. D'accord? C'est la même chose que x' alors. Non, mais non, parce que ici, par exemple, on voit, c'est pas une projection orthogonale. Ici, on voit bien que les coordonnées sur ce cercle-là, c'est-à-dire ici, ne seront pas les mêmes que les coordonnées dans l'espace. D'une certaine façon, xm est plus grand que xm'. Alors, attends, j'explique comment on calcule ça. xa' et xb', pas la formule qu'il a, mais xa' et xb'. Prenons pour un point M. Je prends le point M, alors ça c'est un problème de géométrie analytique à vrai dire. Je prends le point M sur l'hyperboloïde, n'importe où, c'est même pas la peine qu'il soit sur cette droite. Ce point M, il a des coordonnées xm, bon, on va dire x, y et z dans l'espace, de dimension 3. Hein, avec comme contrainte x carré plus y carré moins z carré égale moins 1. Bon, puisqu'il est quand même sur l'hyperboloïde. Le point oméga, je connais ses coordonnées. Oméga, c'est 0, 0, moins 1. Hein, puisque j'ai pris ce point-là comme projection. On va voir d'ailleurs après que dans d'autres modèles, on fait d'autres projections. Je joins, ça c'est le plan z égale 0. Je joins n et oméga, ça coupe en un point n', et ce que je veux trouver, c'est x' et y' pour n'. Alors comment je fais? Je dis que les points n, oméga que je connais sont alignés avec n', j'écris la collinéarité, avec un déterminant ou avec une proportionnalité, et ça va me donner les coordonnées, ça va me donner les formules, quoi, en fait. Avec ces formules, après, on peut retrouver cette formule-là. Quand on a ça en fonction de ça et ça en fonction de ça, on peut retrouver la formule. D'accord? Alors, il faut faire le calcul. C'est pas compliqué, hein, les formules qui donnent ça c'est une projection stéréographique, à vrai dire. Les formules qui donnent la projection stéréographique, c'est des formules simples, c'est des fractions rationnelles, c'est genre x sur x moins z, y sur y moins z, un truc comme ça, quoi, en fait. Je ne l'ai pas en tête, mais j'avais fait le calcul avant de faire ça, pour regarder ce que ça donnait. Alors, donc, où on en est là, c'est que, dans ce modèle-là, on a un nouveau modèle, on va dire, pour la géométrie hyperbolique. C'est le plan dans lequel les droites sont ces arcs de cercle trouvés par projection des hyperboles sur le plan. On peut calculer la distance hyperbolique entre deux points, A' et B', avec la deuxième formule. Il y a une troisième formule que je donne à titre de curiosité, on peut la calculer avec le birapport. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du birapport, c'est un truc qu'on avait vu en géométrie projective. Alors, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, mais je l'expliquerai la semaine prochaine, parce que c'est mieux de se mettre dans la construction suivante. En tout cas, cette distance-là, une nouvelle distance, là je l'avais appelée dm pour distance de Minkowski en fait. Là je l'avais appelée dp pour distance de Poincaré, et une autre distance que j'appelle d, qui est celle qu'on va utiliser à vrai dire en réalité, mais ça donne la même chose, qui est la valeur absolue du logarithme du birapport des 4 points. Alors même s'ils ne sont pas alignés, mais ça j'expliquerai la prochaine fois, je prends ces 4 points. Alors on sait le birapport, je rappelle quand même rapidement ce que c'est. En géométrie projective et en géométrie euclidienne, même si on ne prend pas des points à l'infini, dans un plan euclidien, si j'ai 4 points alignés, alors je vais prendre à peu près les mêmes notations que là-bas, AB, A', B', je vais appeler A', B' et AB, je ne vais pas mettre l'infini là pour le moment, parce que je suis dans un plan euclidien, il n'y a pas d'infini nécessairement, tant que je ne passe pas en géométrie projective. Donc A et B, ça va être les points qui sont là, et puis A', B', je les mets ici. Alors ce qu'on appelle le birapport, on l'écrit comme ça, de A, B, A', B', alors ici quelquefois on met un point virgule, mais ça n'a pas d'importance, c'est une notation, c'est A', A, il y a plusieurs façons de l'écrire, mais c'est équivalent, A' sur A', B,
divisé par B'A sur B'B. C'est un invariant projectif, c'est-à-dire que si je prends un point ici, je l'avais dit quand on a parlé de géométrie projective, si je joins ici par des droites et que je coupe par une droite quelconque, pas nécessairement parallèle, alors ces 4 points auront le même birapport que ça. Autrement dit, c'est l'équivalent de la distance en géométrie euclidienne. Parce qu'en géométrie euclidienne, quand vous faites une transformation, vous conservez les distances. Là, quand vous faites une projection, qui est une transformation projective, vous conservez la distance. Et d'ailleurs, si je revois ces points-là, A et B à l'infini, on a vu que, alors, à l'infini, si je le mets vraiment à l'infini, c'est le même point. Puisqu'il n'y a qu'un seul point. Mais disons que je les envoie très loin. Alors, dans ce cas-là, ça va tendre vers la longueur AB. Ou la longueur A'B', pardon. A'B'. Autrement dit, quand les points qui sont ici sont très loin, c'est une distance. C'est la distance A'B'. Mais du coup, oui, alors, pardon, si je prends le logarithme de ça. Alors, je ne vais pas expliquer ça, parce que je vais le faire en détail plus tard. Mais pour le moment, disons que, par analogie avec ça, ou en prenant le logarithme de ces 4 points, du birapport de ces 4 points, j'obtiens, quand ces points partent à l'infini, j'obtiens la longueur A'B'. Ben ici, ces points-là, ils sont déjà à l'infini. Donc ça, en fait, ce que j'ai écrit là, c'est bien la distance. Parce que quand j'envoie les points à l'infini, j'obtiens la distance dans le plan euclidien, dans le plan projectif euclidien, si on peut dire ça, dans le plan projectif. Eh bien, ici, je vois que déjà, j'ai mes points à l'infini, et l'avantage, c'est qu'on les voit, ces points à l'infini. Tandis que là-bas, on ne les voit pas. Donc ça, c'est un modèle, on verra, de la géométrie projective aussi. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors maintenant, on va travailler dans ce plan-là. Justement, on va se débarrasser de la géométrie dans l'espace, et on va travailler dans ce plan-là, c'est on va faire de la géométrie. Par exemple, mais trouver les médiatrices, les hauteurs, dans un triangle, les angles, etc. Et l'avantage, c'est qu'on sera dans un plan, même si tout est déformé, puisque les droites sont des cercles, des arcs de cercle. Alors, s'il n'y a pas de questions, je passe donc ce qu'on appelle, alors il faut que je trouve le bon truc, disque de Poincaré. Alors voilà le disque de Poincaré. Alors, donc vous avez l'horizon. Alors l'extérieur, ça n'existe pas en fait, pour ce disque. Les gens vivent à l'intérieur, si on peut dire, et l'extérieur n'existe pas. Bon, il y a un horizon qu'ils ne peuvent pas atteindre, un peu comme nous quand on est sur une sphère. Hein. Vous n'avez pas d'extérieur, mais vous avez un horizon que vous ne pouvez pas atteindre en fait. On va voir après, dans des dessins d'Escher ou dans des constructions, dans un petit film que je vais vous montrer, on va voir comment les gens qui sont là-dedans, comment est leur vie en fait là-dedans, comment ils vivent là-dedans. Alors, en supposant que c'est des gens qui sont extrêmement plats. Hein, alors on peut faire la même chose avec une sphère, bien entendu. On pourrait faire la même chose avec une sphère. Et peut-être que nous, on vit dans une sphère de Poincaré. C'est pour ça qu'on n'atteint jamais l'infini. Des gens qui manquent de profondeur. Les gens qui manquent de profondeur. Mais là, ils ont effectivement, on peut dire, soit ils en manquent, soit ils en ont trop. Ça dépend comment on voit les choses. Alors voilà une droite, donc. Alors là, je ne réponds pas à la question que vous m'avez posée, mais j'expliquerai la prochaine fois. Alors, cette droite, elle a un truc très particulier, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'elle est perpendiculaire au cercle. Alors ça, c'est une des constructions. Alors ça aide pour faire la construction, justement. On peut démontrer que quand je projette les hyperboles sur le plan, j'obtiens des arcs de cercle qui sont perpendiculaires au cercle. Perpendiculaire, ça veut dire que les tangentes sont perpendiculaires, ici. Ça veut dire ça. Donc ça aide pour la construction, ça, de la droite. Parce qu'il faut le faire. Admettons maintenant que je n'ai plus l'hyperbole, je mets 2 points là-dedans, comment je construis la droite, quoi? Et c'est là la question à laquelle je ne réponds pas, pour le moment. Mais j'y répondrai. Alors, donc voilà une droite. Et puis, alors, d'abord, si l'arc de cercle passe par O, donc je vais déplacer B pour que l'arc de cercle passe par O, ben la droite, ça devient
enfin la droite, c'est-à-dire l'arc de cercle, ça devient vraiment une droite. Donc il y a des cas particuliers où c'est un arc de cercle de rayon infini, donc c'est une droite. C'est quand les points sont de chaque côté de haut, quoi, en fait, A et B. Mais enfin, la forme normale, on va dire courante, c'est plutôt ça. Hein. Alors, prenons maintenant un point C extérieur. Ben, vous voyez que là, vous avez 3 droites. Alors, ne regardez pas les trucs en pointillés pour le moment. Vous avez 3 droites, CC1, CC2 et CC3, qui sont parallèles à AB. Alors pour CC1, c'est évident, ça ne coupe pas AB. Alors parallèle, ça veut dire que ça ne coupe pas. CC2 non plus, mais CC3, vous allez dire ça coupe. Mais non, puisque c'est des points qui n'existent pas. Donc CC3, c'est une droite parallèle, quand même, à AB. Et justement, donc, il va y avoir... Alors là, le dessin est pas... Il faudrait... CC3, il faudrait que je le bouge un peu, il faudrait qu'il soit... Pour que ça soit vraiment la... C3, il est pas... Bon, je sais pas si... Il faudrait que je le mette vraiment là, quoi, pour que ça soit... Bon. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que ces droites, si je veux... J'ai fixé le point C et la droite en rouge. Si je veux construire des parallèles, elles ne sont pas n'importe où. Elles sont entre les deux, ce qu'on appelle les parallèles asymptotiques, les deux lignes en pointillés. C'est-à-dire que si je déplace, par exemple, C3, eh bien, la droite, elle reste... Alors, entre les deux, ça veut dire... C'est un peu ambigu, ça veut dire... C'est entre ça et ça, de ce côté-ci, ou entre ça et ça, de ce côté-ci. Donc la droite CC3, elle est dans cette espèce d'arc-là. Et vous remarquez que, à partir du moment... Alors là, elle reste parallèle, toujours. Et ici, si je vais jusqu'ici, elle reste parallèle, et là, elle est plus parallèle. Donc en fait... Alors ça, c'était une découverte de Lobachevsky et Bolyai. C'est qu'en géométrie hyperbolique, il y a une infinité de parallèles, mais elles sont dans un angle, une espèce d'angle courbe. Elles sont emprisonnées dans un angle qu'on appelle l'angle des parallèles, l'angle des parallèles asymptotiques. Donc, c'est pas toutes les droites qui sont parallèles, bien entendu. Il y en a, je vais vous en montrer une, il y en a, celle-ci par exemple, elle n'est pas parallèle, elle coupe en B à peu près. Donc vous en avez une infinité quand même. Vous voyez, quand je déplace C3, j'en ai une infinité qui sont parallèles. Toutes ces droites là que j'ai mises en noir sont perpendiculaires au bord, comme celle qui est en rouge. Alors, on peut calculer la distance, on l'a vu tout à l'heure. Donc ici la distance à B, c'est pas très joli, c'est 0,76 avec la formule de tout à l'heure. La distance entre A et B. Donc ça c'est un segment. J'ai mis un segment AB qui est un peu plus gros que le reste de la droite. Donc le segment, la droite, pardon, c'est... Le segment, pardon, c'est 0,76, ça... Alors, si je... Alors, la principale propriété, c'est que quand je vais m'approcher du bord, il va y avoir une contraction des distances. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai pris 2 segments, là, qui ont la même longueur. Alors, vous voyez déjà que le deuxième, il est plus petit que le premier, quand même. Le segment en noir, il est un petit peu plus petit, on va le voir mieux après, mais il mesure quand même 0,76 parce qu'il est plus près du bord. Autrement dit, quand vous vous éloignez du centre, vos pas rapetissent. Et vous n'en apercevez pas. Parce que vous, c'est comme dans la relativité, si vous avez un mètre avec vous, votre mètre, il rapetisse en même temps. Et ce qui fait que comme vos pas rapetissent, vous n'atteindrez jamais l'horizon. Puisqu'à un moment donné, vos pas vont devenir infiniment petits. Donc si je rapproche, je crois qu'il faut que je déplace A', là. Si je rapproche A', vous voyez que tous ces segments-là mesurent 0,76. Bon là, avec GeoGebra, je ne peux pas aller sur l'horizon, c'est impossible. Mais vous voyez qu'ils mesurent tous 0,76, avec la mesure, bien sûr, qu'on utilise dans cet espace. Hein, c'est-à-dire ce qu'on a montré tout à l'heure. Et ils sont de plus en plus petits, vus de l'extérieur. Alors là, on atteint un problème très important qu'on va développer dans la suite, c'est la différence entre géométrie intrinsèque et géométrie extrinsèque. Nous, on voit ce monde de l'extérieur. Et donc, il semble que les segments, ils diminuent. Mais ceux qui sont là-dedans, admettons que ça soit un être humain, enfin humain, je sais pas, un être vivant là-dedans,
bah, il va devenir comme ça. Alors, pour ceux qui ont vu le film, je ne sais plus comment il s'appelle, où il y a un bonhomme qui traverse un trou noir. Non, c'est pas Gravity, c'est du même. Enfin bon, et il se retrouve avec il retrouve sa mère qui est très vieille et lui, il est resté jeune. Sa fille qui est devenue très vieille, c'est Gravity. Sa fille, oui, pardon, sa fille qui est devenue très vieille. Bon, eh ben, qu'est-ce qui se passe quand on regarde, on le voit dans le film, qu'est-ce qui se passe quand on regarde quelqu'un qui rentre dans un trou noir? Ben, on voit ça, nous. Admettons que ça puisse se faire. Hein. On voit ça. On voit quelqu'un qui va se contracter. Mais lui, il ne se contracte pas du tout. Il reste pareil. Parce que sa géométrie à lui, qui est une géométrie intrinsèque, elle n'est pas déformée. Ce qui est déformé, c'est la vision de l'extérieur, d'une certaine façon. On en a. Bon, voilà. Donc ça, c'est une illustration de ce que c'est la géométrie hyperbolique et de la notion de distance. Il y avait encore une diapo après, je ne sais plus ce que c'est. Oui, alors maintenant, bon, après de la diapo, ça peut... On va examiner maintenant les propriétés de la géométrie du disque de Poincaré. Mais plutôt que de faire ça, comme je pense que j'ai plus beaucoup de temps pour aujourd'hui, alors ce qui reste à faire maintenant, c'est de faire vraiment de la géométrie là-dedans. De voir ce que c'est les triangles, ce que c'est les triangles rectangles, par exemple. Est-ce qu'ils ont encore des angles droits, les triangles rectangles? Est-ce qu'il y a encore le théorème de Pythagore? Est-ce que les médianes se coupent en un même point, par exemple, dans ces triangles-là? Qu'est-ce que c'est qu'un cercle là-dedans? Bon, on va voir qu'un cercle... Enfin bon, on va voir. Je vais pas... Comment on dit? Je ne sais plus comment on dit, spoiler. Alors, mais par contre, je vais d'abord vous montrer, parce que il n'y a que 34, mais tant pis, je reviendrai après. Je vais vous montrer quelques animations qui sont plus... Donc il faut que j'avance un peu dans le cours. Oui, Poincaré, je vais quand même lire ça. Poincaré, qui a écrit dans La science et l'hypothèse, qui est un livre extraordinaire. Il décrit ça en 1902. Donc, supposons un monde renfermé dans une grande sphère. Donc lui, il suppose qu'on est en dimension 3, mais c'est exactement le même raisonnement. Hein. Alors, enfin, quand même qu'il faut se poser la question, comment on peut faire un truc de dimension 3, parce qu'il faut le voir de l'extérieur, donc il faut être en dimension 4 quand même, pour le voir de l'extérieur. Et ça, là, on retombe sur la relativité à nouveau. Alors, la température, alors ça c'est une supposition. Il imagine, comme il était à la fois physicien et mathématicien, il imagine une situation physique. Il dit, la température n'est pas uniforme. Plus on s'éloigne du centre, plus la température diminue pour atteindre le zéro absolu sur l'horizon. Et donc, en tant que physique, il dit tous les corps ayant le même coefficient de dilatation, ils vont se contracter avec le froid, quoi. Donc ils vont devenir de plus en plus petits. Donc c'est raisonnable physiquement, on pourrait imaginer un truc comme ça, quoi. Alors bien sûr, c'est un modèle. Hein. Alors, rien n'est contradictoire ou inimaginable. Il dit dans ce que... Alors, un objet mobile deviendra alors de plus en plus petit à mesure qu'il se rapprochera de l'horizon. C'est la sphère limite, c'est une sphère. Alors, cet objet est limité du point de vue de notre géométrie parce que nous, on le voit comme une sphère. Mais ceux qui sont dedans ne le voient pas comme étant limité. Il n'y a pas de limite pour eux. Et il paraît infini à ses habitants, puisqu'eux, ils deviennent de plus en plus petits. Ils font des pas de plus en plus petits. Donc, ils ne voient pas que... Bon, ça c'est le texte qui a permis de faire l'animation. Ouais, c'est ça, c'est la vie sur le disque de Poincaré. Alors, j'espère que le son va marcher. Alors, attendez, il faut que je fasse un truc... Ouvrir dans un nouvel onglet. Un grand mathématicien français, Henri Poincaré, décrit un autre univers non euclidien. Imaginons un monde plat enfermé dans un grand cercle et soumis aux lois suivantes. La taille des objets est variable, elle est maximum au centre du disque et elle diminue à mesure qu'on s'en éloigne jusqu'à atteindre zéro quand on arrive au bord. Vu de l'extérieur, ce monde est limité, mais il est infini du point de vue de ses habitants. Quand ils se rapprochent du cercle limite, ils deviennent de plus en plus petits. Leurs pas sont donc de plus en plus courts, de sorte qu'ils ne peuvent jamais atteindre le bord du monde. Ils n'ont pas non plus conscience de rapetisser puisque leurs instruments de mesure rapetissent avec eux. Dans cette géométrie imaginaire,
Le plus court chemin d'un point A à un autre est un arc de cercle qui se rapproche du centre, là où les pas deviennent plus longs. Vu de l'extérieur, leur droite ressemble à notre cercle et tous les axiomes d'Euclide sont satisfaits, sauf le cinquième, puisque par un point extérieur à une droite, je peux faire passer une infinité d'autres droites. Ouais, bon, un peu coupé. C'est extrait d'une émission d'Arte. Hein. Il y a un truc qui dit, mais bon, malheureusement, j'ai pas repéré où c'était. Attendez, je voudrais retrouver quelque chose qui est dit là. Un grand mathématicien qui devient de plus en plus petit et atteindre. Alors, attendez. Ou alors non, mais je vais le faire au tableau parce que je ne vais pas le retrouver. Il dit les cercles s'incurvent vers le centre. Et effectivement, c'est l'impression qu'on peut avoir, c'est-à-dire que comme la mesure sur le cercle, c'est-à-dire sur une droite pour eux, si je prends donc le disque de Poincaré et que je dessine une droite, ben en fait c'est comme si c'était une droite mais qui s'incurve pour tenir compte de la variation de la distance en fait. C'est ça en fait l'idée, c'est que la distance n'étant pas la même quand vous la mesurez ici ou là, ou bien ici ou là, ben, il y a une espèce de correction, hein, ce qu'on appelle la correction relativiste d'ailleurs, pour pallier à cet inconvénient ou à cette propriété plutôt. Alors, je reviens ici, oui, donc je vais supprimer, donc on va faire un petit peu de géométrie, quand même, j'ai un peu le temps. Je vais supprimer ça. Effacer. Bon, je pense avoir tout effacé, mais j'ai pas tout effacé. Donc on va revenir à un disque vide. Et là, vous avez, alors les menus sont pas terribles. Alors donc je vais construire, je vais faire plusieurs constructions. Je vais construire d'abord une droite. Alors une droite c'est facile, je place 2 points, et puis voilà une droite. Donc ici dans les menus, vous avez les différentes constructions correspondant au menu habituel de GeoGebra, mais là, et ça je vais l'enlever parce que ça ne sert à rien ici non plus. Alors, je vais construire une perpendiculaire. Alors attendez, peut-être non. Je vais construire... où est-ce que c'est le milieu? Ah, c'est peut-être ici le milieu. Ouais. Le milieu de ce segment. Donc je mets A et B, et il n'est pas au milieu. Parce qu'en fait, tous les points ne sont pas à la même distance du centre. Donc par exemple, ce côté-là qui est plus éloigné, on va le voir si je fais la droite autrement. Alors il faut que je parraine ici. Si je déplace le point A, et que je le mets ici, vous voyez que le milieu, c'est ça maintenant. Si je veux dessiner un cercle de centre D, et qui passe par A, alors, cercle, centre, point. Je prends un cercle de centre D qui passe par A. Mais il va passer par B quand même. C'est son centre qui est décalé. Et c'est un cercle quand même. On va voir d'autres géométries. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait voir 3 modèles. Il y a d'autres modèles où les cercles ne seront pas des cercles. Mais là, les cercles, c'est des cercles. Mais simplement, le centre n'est pas au centre. Du point de vue euclidien, du point de vue de l'extérieur. Mais pour les gens qui vivent là-dedans, il est au centre. C'est-à-dire qu'ils vont mettre autant de temps, à vitesse constante, pour aller de D à A que pour aller de D à B, à l'intérieur du modèle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire... bon, la symétrie, ça va marcher aussi. Non, je ne sais plus ce que je voulais faire. Un triangle équilatéral, on va faire. Alors, je vais prendre... triangle équilatéral, il faut que je donne... oui, il faut que je prenne un point et le centre du triangle. Donc ça, c'est le point qui sera sur le triangle et le centre. Donc voilà un triangle équilatéral, en fait, de centre F. Donc vous voyez que si je le déforme, les 3 côtés sont égaux. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous pouvez, avec le logiciel, d'ailleurs, vous pouvez le mesurer, mais là, j'arrive plus à tirer. Ah ouais, c'est parce que c'est G qu'il faut que c'est F qu'il faut que je tire, ou H. Alors attendez, lequel il faut que je tire? F. Voilà. Bon, voilà un triangle équilatéral que je déforme en fonction de la position d'un point
ou en fonction de la position du centre. Alors si je mets le centre au milieu, au point O, vous voyez que ça ressemble déjà plus à un triangle équilatéral, sauf que les côtés sont des arcs de cercle. Et vous voyez bien que la somme des angles ne va pas faire 180 degrés là-dessus. Elle va être inférieure à 180 degrés. Donc, alors, en mesurant les angles comme d'habitude, hein, c'est-à-dire on prend les tangentes ici, en chaque point, au point, les deux tangentes, on mesure l'angle comme d'habitude, mais on n'obtient pas une somme égale à 180. Les trois angles sont égaux, même s'il est déformé, hein, même si je le mets, là je l'ai mis au centre, donc c'est un triangle particulier, mais même si je mets le triangle ailleurs, la somme des trois angles va être, les trois angles vont être égaux, même si je mets, il est toujours au centre là. Si je le mets comme ça c'est un triangle équilatéral. Et la somme des trois angles sont égaux. Mais la somme ne fait pas 180 degrés. Alors, donc ça donne une géométrie qui est quand même très particulière. Alors voyons ce que je peux faire d'autre. Un segment, une demi-droite, une perpendiculaire. Alors on va prendre la perpendiculaire à cette droite-là, passant par F. Alors vous voyez, c'est une perpendiculaire, oui. Si vous mettez G sur le périmètre, sur le Alors je ne peux pas le mettre sur le périmètre du point de vue du logiciel. Alors c'est ce qu'on appelle des eurocycles, c'est-à-dire ça a les mêmes propriétés, sauf que le point ne peut pas être sur le périmètre. C'est interdit, puisque, enfin ici je peux, parce que c'est une construction, je peux même aller à l'extérieur ici, mais du coup la construction disparaît. Mais je ne peux pas le mettre exactement, parce que du point de vue du logiciel, il n'arrive pas à atteindre ça, quoi. Donc je peux le mettre très près, et en fait ici, oui, je reviens à mon point F, je vais le mettre un peu plus ici. Vous voyez que cette droite-là est perpendiculaire à celle-là. Alors là, ça passe par O, donc si je fais ça, ces deux droites-là sont perpendiculaires et c'est un vrai angle droit, au sens euclidien. C'est-à-dire que les angles sont les mêmes qu'en géométrie euclidienne. Pourquoi ça? Il y a une raison, c'est parce qu'on a vu, vous vous souvenez peut-être, que la projection stéréographique est une projection conforme, c'est-à-dire qu'elle respecte les angles. Donc les angles qui étaient euclidiens dans l'espace de dimension 3, ils restent euclidiens dans la surface, mais les longueurs ne sont pas conservées. Si vous prenez une carte de la Terre, vous faites une carte qui est une projection conforme, vous avez les angles qui sont conservés, c'est-à-dire que les continents ont la même forme. Hein, l'Amérique du Sud, elle a la forme triangulaire, l'Europe, mais par contre les distances sont déformées. Là c'est pareil. C'est une projection conforme au sens mathématique ou géographique du terme. Donc vous voyez que cette géométrie est une géométrie non euclidienne, totalement cohérente. Alors, est-ce qu'on peut faire... Alors, je vais supprimer quelque chose parce que ça va finir par devenir... Je vais garder le triangle qui est là. Ouais, le cercle. Et le cercle circonscrit, par exemple, je dois pouvoir l'avoir. Cercle, centre et rayon. Donc je vais prendre centre et point. Si je prends ce point-là comme centre et que je veux que le cercle passe par là, c'est le cercle circonscrit, quoi, au triangle. Alors, vous avez donc des propriétés identiques à celles de la géométrie plane euclidienne. Maintenant, si je fais par exemple, alors je ne sais pas si je peux le faire ici, la médiatrice, les bisectrices, je n'ai pas les médianes. Enfin, les médianes, je peux les faire en prenant le milieu. Si je prends le milieu de HG, le milieu de GI et le milieu de HI, et si je dessine les médianes, donc je vais faire des segments pour que la surface soit pas... donc je fais HK, IL, et bien sûr GL va passer par F. Donc les propriétés des médianes, qui sont en fait des propriétés affines, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de la structure euclidienne, elles restent valables. Vous l'aviez déjà vu, je vous avais montré dans une situation tout à fait autre, mais qui était aussi un peu bizarre. Même chose pour les médiatrices, si vous prenez les médiatrices, elles vont se couper en un même point, qui sera le centre du cercle d'ailleurs, le point F.
et les médianes et les bissectrices aussi. Hein. Donc je ne vais pas tout faire parce que ça prend du temps. Quelle heure est-il? 47. Bon, j'ai un peu de... Peut-être je peux en faire encore un ou deux, voyons. Alors, en tout cas, ce qu'il faut remarquer, là, c'est que les distances ne sont pas conservées, mais les cercles sont des cercles. Pourquoi les cercles sont des cercles? Pourquoi? Pourquoi les cercles restent des cercles? Alors, le problème, c'est que les cercles restent des cercles. Alors, on pourrait l'expliquer autrement. On pourrait l'expliquer que comme le cercle, c'est l'ensemble des points qui, joints à un diamètre, font un angle droit. Hein, si je prends... Parce que nous, on définit l'ensemble... Alors, nous, on définit le cercle comme l'ensemble des points à la même distance. Mais je peux définir le cercle autrement. Je prends un diamètre et je dis le cercle, c'est l'ensemble des points M, tels que MA et MB, forment un angle droit. Comme les angles sont conservés, ça va donner la même forme. Alors, on peut l'expliquer autrement, mais il faut faire un calcul sur la distance pour l'expliquer autrement. Bien que les distances soient... Ouais. Alors, les cercles ressemblent... Alors, pour nous... Alors, c'est peut-être ça qui est surprenant, d'ailleurs. Mais c'est à cause de ça. Pour nous, vu de l'extérieur, étant donné que la projection... Parce que nous, ce qu'on voit, c'est la projection. Vu de l'extérieur, en géométrie extrinsèque, nous, on a projeté un angle droit, qui était sur le cercle, on va dire, de l'hyperboloïde. Ça donne un angle droit sur le truc. À l'intérieur, par contre, est-ce qu'il voit un cercle? Si tant est que ça puisse lui dire quelque chose. Quelqu'un qui est là-dedans, oui, il va voir un cercle. J'en sais rien, à vrai dire. Hein. J'ai pas fait l'expérience d'y aller. Quelqu'un qui est ici, il va mettre... S'il mesure DA avec son mètre, hein, comme d'ailleurs dans le film qu'il transporte avec lui, s'il mesure DA et DB, il trouve la même chose. Donc, il va dessiner un cercle comme nous, quoi, vu de l'intérieur, je pense. Alors, c'est intéressant, ça, c'est... Je vous montrerai dans quelques temps, ou peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, je vous montrerai un dessin animé où on voit qu'est-ce qui se passe pour des gens qui vivent dans un plan. Ça s'appelle Flatland. Donc c'est des gens qui sont dans un plan, ils voient pas, il n'y a pas de haut et de bas pour eux. Alors qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent ces gens-là? Là, c'est vraiment un truc sur la vie des gens, c'est-à-dire quand ils construisent des maisons, comment ils font? Par exemple, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez faire, vous êtes dans Flatland, vous avez un écoulement d'eau, vous voulez faire passer un tuyau au-dessus d'un autre, vous ne pouvez pas, parce qu'il n'y a pas de dessus. Donc il faut. Alors il y a toute une littérature qui a été écrite, surtout dans les pays anglo-saxons, après 1890, c'est l'époque où apparaît le livre, pas le dessin animé Flatland. Toute une littérature de physiciens qui ont imaginé la physique, qu'est-ce qui se passe dans un espace comme ça, qu'est-ce qui se passe pour la relativité, qu'est-ce qui se passe pour la mécanique quantique, on pourrait imaginer même ça, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, et la technologie surtout, hein, comment on fait une serrure. Par exemple, vous voulez fermer votre porte, bon, votre maison c'est un triangle, c'est un carré, admettons. Vous avez une porte, vous pouvez imaginer qu'elle est coulissante. Parce que vous pouvez pas, enfin, ça marche, quand elle est coulissante, ça marche. Mais après, vous voulez la fermer, comment vous faites? Donc, des tas de choses comme ça, quoi. La technologie de Flatland, c'est un sujet passionnant pour beaucoup de gens. Donc, moi, je suis pas assez bricoleur pour me poser la question, donc ça fait pas partie de mes préoccupations. Alors, voilà, bon, donc, bon, il reste 10 minutes, donc je vais vous montrer. Ici, je pense que vous avez été convaincus quand même que, je regarde un peu au disque de Poincaré. Symétrie, bon, ça n'a pas grande importance. Prenons si la réflexion, la symétrie par rapport à une droite, je ne sais plus où je l'ai trouvé. Réflexion, ça s'appelle la réflexion. Bon, je prends le symétrique du point de quel point? Je prends le symétrique du point O par rapport à cette droite-là. Vous voyez, il est là. Symétrique par rapport à une droite, au sens si c'était une droite perpendiculaire, c'est un effet miroir. Donc ici, si je déplace le point G, là il faut que vous repériez O et M, donc je vais déplacer la droite, parce que O je ne peux pas le déplacer. Donc vous voyez que, bon c'est pas très probant, mais là vous avez O et M, je fais une symétrie par rapport à cette droite-là,
Bon, ils ne sont pas à la même distance exactement, quoi, en fait. Hein. Mais ils sont quand même, enfin, ils sont à la même distance intrinsèque, mais pas distance vue de l'extérieur. Alors, il y avait, je vais m'arrêter après, je ne veux pas commencer l'autre modèle, je pense que, attendez, je vais regarder ce que j'avais prévu. Ici, modèle de Beltrami. Oui, quand même ici, donc, je vous montre une autre animation. Alors là, c'est une animation, c'est un dessin animé qui montre les voitures. Enfin, si ça veut bien marcher. Ah, YouTube ne veut pas. Ah si. Bon voilà. Alors là, on le voit de près, mais après on va le voir de loin. Voilà les autoroutes en fait sur le disque de Poincaré. Alors, il y a un point intéressant, c'est que, et là on le voit peut-être pas très bien, attendez, j'attends de voir la suite parce que je ne me souviens plus du truc, mais c'est presque fini. Non, alors je vais le dire oralement. J'ai perdu ma page aussi. Voilà, si j'y suis. Alors, qu'est-ce que j'avais... Ouais, ça c'est Escher. Alors, l'image n'est pas très belle, mais... Alors, vous savez que Escher a illustré justement... Ça, c'est un pavage hyperbolique, c'est-à-dire que... Je vais parler des pavages hyperboliques après, c'est comment on pave le plan avec des figures régulières. Là, vous avez un pavage hyperbolique fait avec des poissons. Bon, c'est une image qui n'est pas de bonne qualité parce que je voulais surtout montrer qu'effectivement, dans ce pavage, il utilise une droite et là, vous avez des parallèles. Ces deux-là, passant par ce point-là. Ces deux droites-là sont parallèles à la droite en rouge, quoi, en fait. Oui, je disais que quand vous êtes, ça c'est une bonne illustration malgré sa mauvaise qualité, si vous habitez là-dedans. En fait, quand vous allez vous déplacer ici, là vous allez voir la même chose que là. Et vous n'allez pas voir plus de déformation là-bas qu'ici. Vous, en vous déplaçant, vous transportez la géométrie avec vous, quoi. Autrement dit, ici, du point de vue de quelqu'un qui est à l'intérieur, il est dans la même position. Un peu comme nous dans l'univers, d'une certaine façon, si on fait abstraction des étoiles et des planètes, où que vous soyez, vous êtes toujours, ce qu'on appelle l'homogénéité, vous êtes toujours au même endroit quasiment, par rapport aux lois de la physique, par exemple. Ça, c'est le principe d'homogénéité, que la physique est la même partout, ça veut dire que si vous allez n'importe où ailleurs, si vous devez, en appliquant les lois de la physique, trouver les mêmes lois. Sinon, la physique, elle n'est pas valable. Donc ici, c'est pareil. Quelqu'un qui est ici, il va voir le monde comme ça. Comme s'il était là. Ça ne change rien. Comme lorsque vous vous déplacez sur une sphère. Si vous n'avez pas de système de localisation, où que vous soyez sur la sphère, vous ne voyez pas de différence. Il y a une forme d'homogénéité de l'espace qu'il a à la sphère. Alors, qu'est-ce que j'avais... Oui, donc Escher, je vous passe encore une vidéo. Pour gagner du temps. Non, c'est pas ça. Alors la vidéo qui suit, c'est Escher qui raconte comment il a fait ça. Enfin, comment il en est arrivé à faire ça. Alors c'est pas Escher qui raconte, parce que ça a été fait quand il était mort, mais c'est après un texte d'Escher. Je me suis efforcé d'expliquer aux visiteurs la gravure de plus en plus petite, mais je me rends compte que les gens ne sont pas réceptifs à la beauté d'un monde infini sur une surface définie. La plupart ne comprennent pas de quoi il s'agit. C'est bien triste, pour moi qui travaille déjà à une nouvelle version qui devrait largement dépasser la première. Bien qu'en théorie, le motif devienne infiniment petit et multiple à mesure qu'il se rapproche du centre, ce travail... Là, c'est le contraire, vous voyez ? Justement, il dit que c'est pas satisfaisant. Fragmentaire, car le motif se heurte toujours arbitrairement au bord de la feuille. Mais mon enthousiasme pour ce type de dessin et mon obstination à mener ces recherches finiront bien par nous donner un résultat satisfaisant. Et ça, c'est ce qu'il va obtenir, donc. J'ai découvert un dessin de Donald Coxeter, un mathématicien canadien, qui pourrait m'être d'un grand secours.
Mais je ne comprends malheureusement rien à toutes ces formules cabalistiques. Quels que soient les efforts que ça me demande, il m'est plus profitable de chercher à résoudre ces problèmes à ma manière, fût-elle maladroite. Un motif circulaire, régulier, qui tend de tous les côtés vers l'infinitésimal. Voilà qui est merveilleux. Nous atteignons ici la limite. Le monde entier est contenu à l'intérieur. C'est une tentative réussie pour visualiser l'infini, et elle marquera une étape importante dans mon parcours. Le fait d'élaborer un langage que pratiquement personne ne parle me remplit de tristesse et de mélancolie. Il ne fait que renforcer ma solitude. J'ai l'impression de n'être nulle part à ma place. Je suis trop bête pour être un scientifique. Et je ne suis pas non plus un artiste. Je flotte quelque part entre l'art et les mathématiques. Bon, alors, Escher, effectivement, c'est... Coxeter, c'est un géomètre. Moi, quand j'étais à l'université, on nous conseillait de lire ses livres, qui effectivement a fait des livres de géométrie qui, dans les années, je sais pas, 30, 40, qui sont extrêmement bien faits, quoi, en fait. Et Coxeter, c'est en particulier, enfin, en tout cas, Escher avec Coxeter se sont intéressés au pavage. Un pavage, c'est une façon de recouvrir une surface avec des motifs réguliers. Hein, vous avez tous des pavages chez vous, dans votre cuisine ou ailleurs, avec des carrés en général. Ou avec des... Alors justement, on va voir après, on va étudier qu'est-ce que ça serait un pavage. Là, vous avez un exemple de pavage, sans qu'on ne le voit pas bien à cause de l'ornementation. On va étudier les pavages sur le plan hyperbolique. C'est un sujet extraordinaire, les pavages. La géométrie hyperbolique est beaucoup plus riche que la géométrie euclidienne. Pour une raison simple, et qu'on va étudier en détail, je vais terminer par ça. Quand vous essayez de faire un pavage de votre salle de bain, vous n'avez pas trop le choix. Les tomates, on va dire, que vous allez mettre, elles sont soit des carrés, soit des triangles équilatéraux, soit des hexagones. Si vous voulez qu'elles soient toutes pareilles. Après, il y a des pavages semi-réguliers. En géométrie hyperbolique, il y a une infinité de pavages possibles, avec des surfaces qui sont des polygones réguliers, mais en géométrie hyperbolique. Donc je vais vous en montrer quelques-uns, en montrant comment ils sont construits. La prochaine fois. Mais en tout cas, c'est un sujet qui a passionné, au début du XXe siècle, il y a beaucoup de gens qui travaillaient là-dessus. Bon, maintenant, peut-être un peu moins, je ne sais pas, parce que maintenant, en fait, ça s'est répandu en physique et dans les mathématiques qui étudient les espaces de dimension supérieure. Mais en tout cas, c'est un sujet extrêmement riche. Bon, voilà. Si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, il faut m'en poser aussi. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.